La crise du coronavirus et le choix qui a été fait de confinement total risquent de faire exploser le chômage, la pauvreté et donc les différences entre les plus riches et les plus pauvres du pays. On a vu dans cette vidéo que le soi-disant plan de relance économique de la BCE n'est qu'un vaste plan de communication qui ne préserve pas du tout l'activité, mais la sphère financière. Il faut donc se préparer à de fortes tensions au sein de la population française et une grande chasse aux coupables. Les uns montreront du doigt les chômeurs et les pauvres en les accusant de profiter du système, et les autres montreront du doigt les cadres et les dirigeants en les accusant d'avoir de trop gros salaires, de prendre trop d'argent de l'entreprise et de ne pas en laisser assez aux autres. La dernière étude de l'INSEE sur les riches en France montre à la fois ce que gagnent les riches, où ils habitent, mais surtout d'où vient leur argent. L'étude de l'INSEE définit deux types de personnes riches, les très hauts revenus, ceux qui font partie des 1% de la population qui gagnent le plus d'argent, et les très aisés, qui sont les super riches et qui font partie des 0,1% de la population qui gagne le plus. On est riche et on fait partie des 1% qui gagnent le plus quand on a un revenu mensuel de 9 060 € pour une personne seule, ou de 19 020 € pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans. On est super riche et on fait partie des 0,1% qui gagnent le plus quand on a un revenu mensuel de 22 360 € pour une personne seule ou de 46 960 € pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans. Nos riches habitent majoritairement l'Île-de-France. Cette région concentre 43% des riches et plus de la moitié des super riches de France. Bon, quand on dit Île-de-France, en fait, c'est Paris et surtout l'hypercentre, le 15e et le 16e arrondissement. Et à proximité de Paris, vers l'ouest que ça se passe. Plus en détail, on remarque que les riches sont plus nombreux à l'est de la France. On a l'effet résident sur la côte pour le sud-est et un peu le sud-ouest, mais aussi l'effet frontière avec la Suisse pour Auvergne-Rhône-Alpes. On peut remarquer aussi que les deux régions françaises qui ont le moins de riches sont la Bretagne et les Pays de la Loire. Et ce sont aussi les deux régions françaises qui ont le moins de pauvres. Le discours qui consiste à dire que dans une économie il faut des riches qui font vivre les autres ou que ça fait du ruissellement, c'est juste n'importe quoi. Une économie fonctionne et fait qu'il y a peu de pauvres lorsque les gens travaillent pour gagner leur vie. C'est ce qui se passe en Bretagne et en Pays de la Loire. Et ça n'est pas du tout le travail qui fait les riches et les super riches. Nos riches et super riches ne sont pas jeunes, ils ont pour les 3/4 d'entre eux plus de 50 ans et pour la moitié plus de 60 ans. Donc ils ne gagnent pas leur argent en le remontant du fond de la mine. On voit qu'ils sont plus souvent soit seuls, soit en couple sans enfants, ça va avec le fait d'être vieux. On a des veufs et des veuves et des couples dont les enfants ont quitté le nid. Ils sont aussi quasiment toujours propriétaires de leur logement. La plupart des gens, quand ils entendent très haut revenu, pensent qu'il s'agit de très hauts salaires, voire de très grosses retraites. Et c'est normal puisque pour la plupart des gens, les revenus viennent essentiellement des salaires ou des retraites. Les salaires représentent plus de la moitié des revenus des Français et les retraites le tiers. Si on ajoute les prestations chômage ou les autres revenus d'activité, par exemple ce qu'on gagne quand on est entrepreneur, on a 95% du revenu des Français. Si on détaille un peu les salaires, pour bien se rendre compte, on peut voir sur une étude de l'INSEE qu'en France, le salaire médian est de 1 850 €. Ça veut dire que la moitié des Français ont un salaire plus petit et la moitié des Français ont un salaire plus élevé. Si vous gagnez plus que 1 850 € net par mois, vous savez qu'il y a plus de la moitié des salariés français qui gagnent moins que vous. De même, ceux qui ont un salaire net supérieur à 3 650 € par mois font partie des 10% des Français les plus payés. Ceux qui ont un salaire net supérieur à 8 680 € par mois font partie des 1% les plus payés. Les 1000 Français au plus gros salaire net gagnent plus de 89 530 € par mois. Et les 100 Français au plus gros salaire net gagnent plus de 280 580 € par mois. Ce sont en majorité des dirigeants ou des cadres d'entreprise. Il y a très peu de sportifs quand on regarde les 1% les mieux payés. Même dans le top 1000, il n'y a que 110 sportifs. On voit d'ailleurs que les gros salaires sont plutôt jeunes et on n'en trouve presque pas de plus de 60 ans, alors que la majorité de nos super riches, ceux qui avaient des gros revenus, eux sont vieux. C'est un indice de plus que ce qui permet d'avoir des énormes revenus, ce n'est pas en travaillant et en ayant un gros salaire. Si on en revient à nos salaires en France, j'ai mis en vert ce qui reste une fois payés les impôts sur le revenu. Ça permet de donner une idée de ce qu'on peut économiser ou dépenser chaque mois. Macron a dit qu'il fallait avoir envie d'être milliardaire dans la vie. Regardons donc si on peut devenir milliardaire en travaillant. Mettons que vous êtes dans le top 100 des salaires français et vous gagnez en net, après impôt sur le revenu, 146 000 € par mois. Vous décidez de ne rien dépenser du tout et de tout mettre sur un compte pour essayer de devenir milliardaire. Pour y arriver, il vous faudra 570 ans. Au mieux, les 100 personnes qui ont le plus gros salaire en France, s'ils ne dépensent rien du tout pendant toute leur vie,
ils pourront réunir seulement 10% de cette somme. En ayant une vie normale pendant toute leur vie, ils peuvent se faire un capital de plusieurs millions d'euros, c'est énorme, mais c'est une goutte d'eau à côté de ce qu'on appelle les super riches, qui eux ont des milliards. Les 1% de salariés qui gagnent le plus, ce sont carrément des ploucs, avec 6 650 euros après impôt. Mettons qu'ils économisent tous les mois 5 000 euros parce qu'ils choisissent de rien dépenser quasiment, ils atteindront le premier million d'euros au bout de 20 ans. C'est énorme comme somme, mais à côté des grandes fortunes françaises, c'est une tête d'épingle. Si on reprend nos statistiques sur nos riches et super riches, on a vu que les Français tirent en moyenne 95% de leurs revenus en salaire, indemnité ou retraite. Une personne riche et surtout super riche tire son argent de son patrimoine. Le tiers des revenus des super riches vient de leur patrimoine, alors que ça représente moins de 5% du revenu moyen des Français. Le patrimoine peut être de trois sortes. Le patrimoine financier, c'est quand on possède des produits financiers, des actions, des obligations qui nous rapportent de l'argent et qu'on peut vendre. Le patrimoine d'entreprise, on possède une entreprise et elle nous rapporte de l'argent. On peut aussi la vendre. Le patrimoine immobilier, on a des maisons, des appartements, des garages, des locaux avec des locataires qui nous versent un loyer. Les revenus du patrimoine sont une rente. On n'a pas besoin de réaliser une activité pour avoir des revenus du patrimoine. On a juste besoin de posséder quelque chose. Ce sont ensuite les personnes qui ont une activité qui vont nous verser de l'argent pour utiliser ce qu'on possède. Pour l'immobilier, utiliser notre local, pour l'entreprise, utiliser nos locaux, les machines et les brevets, pour le financier, utiliser l'argent qu'on prête avec des intérêts. Être super riche, dans la majorité des cas, c'est avoir du patrimoine et attendre que les autres nous payent pour pouvoir l'utiliser. Ça n'est pas du tout être actif et produire quelque chose. Pour avoir du patrimoine, on peut l'acheter, par exemple des appartements ou des actions. Mais ça ne rapporte qu'un petit peu par rapport à la somme que vous êtes capable de mettre. Tout ce qui rapporte beaucoup est évidemment très cher. Avec juste votre salaire, vous ne deviendrez jamais super riche en achetant du patrimoine et en espérant que ça rapporte. Au mieux, vous améliorerez un peu vos revenus chaque année. La plupart des super riches ont courageusement hérité de leur fortune. Ils avaient un ancêtre qui était noble ou bourgeois et qui avait déjà un gros patrimoine, ils en ont hérité. Ce patrimoine a continué de prendre la valeur et ils ont continué à en acheter pour en avoir de plus en plus et que dans le tas, il y a toujours des choses qui rapportent. Les rares qui n'ont pas hérité sont ceux qui ont démarré un patrimoine dont la valeur a explosé. Par exemple, quelqu'un qui monte une entreprise avec le bon produit au bon moment et dont la valeur explose. Ça n'était pas prévisible au départ et ça arrive très peu souvent. La plupart des super riches ont hérité de leur fortune. Entre les salaires et les revenus du patrimoine, un des deux joue plus la carte de la solidarité que l'autre. Les deux sont soumis à l'impôt sur le revenu et les tranches sont les mêmes pour tout le monde. En revanche, avant l'impôt sur le revenu, il y a les cotisations sociales pour financer la sécurité sociale, dont les retraites. Le salaire net, ce n'est que la moitié du salaire super brut payé par le patron. 50% du total part à la sécurité sociale. Pour le revenu du patrimoine, les cotisations sociales ne sont que de 17,2%. Autrement dit, ils ne participent presque pas à la sécurité sociale et aux retraites. Petite parenthèse historique. Le monde occidental se divise depuis des millénaires en deux catégories, les possédants et les travailleurs. Au Moyen-Âge, les nobles possédaient la terre et les serfs l'exploitaient. Le noble gardait la production en ne laissant aux serfs que de quoi survivre pour continuer à travailler. Au XIXe siècle, après la Révolution française, ce ne sont plus les nobles mais les bourgeois, pour certains descendants de nobles, qui possèdent les usines et les mines. Les travailleurs qui se présentent tous les matins en espérant avoir une journée de travail sont payés juste de quoi se nourrir pour pouvoir revenir le lendemain. Au début du XXe siècle se forment partout en Europe de grandes révoltes de la classe des travailleurs. En France, de nombreuses conquêtes sociales ont lieu, notamment le Code du travail, promulgué en 1910, ou de nombreuses mutuelles de travailleurs qui seront plus tard réunies sous la forme de la sécurité sociale. Toutes ces avancées ont pour but de contrebalancer le pouvoir des possédants sur les travailleurs, mais sans les déposséder de leurs biens. Il s'agit juste de les forcer à partager un peu les bénéfices, pas les biens. En Russie, ils sont allés plus loin. La révolution de 1917 avait pour but de récupérer le patrimoine des tsars pour le redistribuer au peuple. Après s'être débarrassés des tsars, les Russes ont commencé par suivre la politique des mencheviks. Ils se sont organisés en groupes appelés soviets, d'où le nom d'Union soviétique, pour faire tourner les usines et exploiter les champs, et voter pour partager au mieux la production. Finalement, c'est un autre groupe qui a pris le pouvoir peu après, les bolcheviks menés par Lénine. Les bolcheviks considéraient que seuls les cadres du parti devaient pouvoir décider de la production et sa distribution. Ils ont donc récupéré le patrimoine. Il n'y a qu'en Ukraine où les révolutionnaires menés par Makhno ont redistribué les terres du pays entre tous les Ukrainiens à partir de 1917. Ils se sont fait attaquer par les armées austro-allemandes venues défendre les intérêts des anciens propriétaires, puis par les bolcheviks venus récupérer l'Ukraine qu'ils considèrent comme leur grenier.
Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, en France, on reprend le chemin inverse et on enlève le code du travail et la sécurité sociale. La pensée dominante des politiques étant redevenue, comme au XIXe siècle, le libéralisme. Le libéralisme est une philosophie de défense des possédants. Le père du libéralisme, John Locke, définit la liberté comme le fait de pouvoir jouir de sa vie et de ses possessions. Dès lors, les lois comme le Code du travail sont une entrave à la liberté des possédants et ils se battent pour la faire sauter au nom de la liberté. Évidemment, John Locke, comme beaucoup de libéraux, fait partie des possédants. Il a des terres et des esclaves qui travaillent pour lui pendant qu'il ramasse l'argent et fait de la philosophie en parlant de liberté. Le libéralisme, c'est la liberté de ceux qui ont tout contre ceux qui ne sont rien. En conclusion, les donneurs de leçons qui pointent les gros salaires comme étant le problème de la société n'ont absolument rien compris à l'origine des revenus en France. Pour les super riches, les 0,1%, le salaire représente moins de la moitié de leurs revenus. Ce qui les rend super riches, c'est leur patrimoine. C'est le fait de posséder quelque chose et de se faire payer avec. Ça n'est pas du tout de produire quelque chose ou d'avoir une activité pour la société. En plus, les gros salaires payent des cotisations sociales, comme tous les salariés, alors que les super riches, avec le revenu du patrimoine, n'en payent quasiment pas. Donc soit les donneurs de leçons n'ont absolument rien compris sur l'origine des revenus en France, soit ils participent à la grande propagande qui consiste à monter les salariés les uns contre les autres pour qu'ils se tirent dessus, pendant que les vrais gagnants du système peuvent les regarder tout en mangeant des pop-corn. Et entre la bêtise et la malhonnêteté, on sait jamais ce qu'on préfère.